Bonjour Didier, Bonjour Patrick. comment vas-tu? Mais très très bien, je vais très bien. Bienvenue dans notre émission d'astrologie. Oui, Nous sommes le 13 novembre 2025. Nous allons donner un peu de légèreté, j'espère en tout cas à ce jour marqué. alors les plafonds sont hauts parce que d'habitude on est assez léger, Oui, mais là si on est encore plus léger que léger, allez, il faut être léger là. il faut être léger. Voilà, Écoute. nous avons comme mission d'être léger ce soir. Ok, Et donc, comme on est léger, on va aller explorer les trésors enfouis, les trésors d'un thème astral. Ah, ou là j'ai hâte. trésors d'un thème astral. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons faire une approche, j'espère sympathique, du thème astral et de l'astrologie en général. Alors, on va faire un tout petit rappel. L'astrologie, c'est une technique, comme une autre, qui nous sert à comprendre qui on est. C'est l'art de la connaissance de soi. C'est une technique qui date de 5000 ans, moins 3300 avant Jésus-Christ, quand même. Ça fait loin, quand même. Hein. Et c'est une des premières dynasties mésopotamiennes qui ont fait un lien curieux entre les mathématiques, la position astronomique de planètes. Elles étaient 69 à la base étudiées, elles se sont réduites petit à petit à 15. La position astronomique des planètes, c'est mathématique, c'est prouvé, ça se mesure. Et déjà, les anciens savaient mesurer les angles astronomiques entre les planètes. Ils utilisaient pour cela un instrument qui ressemble à un sextant et qui s'appelait un arbalestrion. Voilà. L'arbalestrion était déjà utilisé par les astronomes, qui étaient des mathématiciens, et qui étudiaient donc le ciel qu'ils avaient coupé en 12. Ils pensaient à l'époque que le ciel était plat. Et qu'est-ce qu'ils recherchaient à l'époque? Ils ne recherchaient rien, ils essayaient de comprendre les étoiles, et ils pensaient d'ailleurs qu'elles étaient plus proches que ce que l'on décrit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils érigeaient des tours, Babel en est une, de 33 mètres de haut, pour se rapprocher des étoiles. Et seuls les astronomes avaient le droit de monter dans ces tours. Parce qu'ils savaient qu'ils ne toucheraient pas les étoiles. Ils savaient qu'en montant, ils s'en rapprochaient. Ah, c'est le contraire. Voilà. Ils pensaient que c'était plus près que prévu. Voilà. C'est un acte poétique. C'est un acte politique, c'est un acte philosophique presque. Alors, tout de suite, derrière, ils ont constaté, ils ont mesuré et ils ont décrit avec des angles. Et très tôt, on voit ces angles dans plusieurs peuples, plusieurs segments, notamment en Mésopotamie, mais en Asie aussi, mais aussi au Mexique, chez les Aztèques, par exemple, un peu plus tard. Ok, attends, juste qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on s'est rendu compte que la position des étoiles était la même? Oui, que l'on soit en Mésopotamie, chez les Aztèques ou en Asie. Ça, c'est... Voilà. On observe. C'est une observation Du ciel. dite astronomique. Mais à l'époque, ils pensaient que le ciel était plat. Et ils ont coupé ce champ astronomique en 12. D'accord. Voilà. Et ils ont appelé ces champs astronomiques des zodiaques. Ok. Et ils les ont surnommés. Ils ont nommé le lion, la vierge, la balance, etc. Alors, à partir de quand ils ont commencé à observer très vite le comportement des gens? Exactement. Eh ben, je vais te répondre. Très vite, ces astronomes étaient souvent des précepteurs. Ils étaient des professeurs pour notamment l'élite, les enfants des élites qui gouvernaient le monde à cette époque. Et donc, ces professeurs ont observé, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit en premier temps, ils ont observé que les gens qui sont nés le même jour, à la même heure, à la même minute,
au même endroit, le même mois, la même année, avaient un fonctionnement psychologique identique. Un fonctionnement psychologique. Identique. C'est-à-dire que dans certains domaines, dans des domaines qu'ils ont petit à petit identifiés, la famille, l'amour, l'argent, les finances, la vie, la mort, la relation sociale, les pères, la mère, etc., ils se sont rendus compte que les gens qui sont nés exactement à la même minute au même endroit fonctionnaient de façon identique. Et c'est là que le lien curieux a été fait. Donc, d'une part, on a le lien mathématique, astronomique, vérifiable, et d'autre part, c'est totalement empirique parce que ça relève du domaine de l'observation. Et l'observation, ils étaient précepteurs, donc ils avaient des positions qui n'étaient pas des positions premières dans le monde dans lequel ils étaient. Donc ils étaient prudents, ils étaient souvent intelligents, extrêmement prudents, et ils ont commencé à décrire le ciel à leur roi, à ceux qui les gouvernaient. Et petit à petit, ils ont fait un lien entre l'astronomie, la mathématique, et la psychologie, et ils en ont tiré la philosophie de l'astrologie. Voilà. Alors la psychologie, depuis que je t'écoute sur Radio Biarritz, Ça fait 3 ans. ça commence à faire. Eh oui. On est aussi dans le comportement. Dans le comportement... Donc on est dans l'action aussi, on n'est dans pas que dans la psychologie. Alors le comportement, la vitrine, ce que nous renvoyons au monde quand les gens ne nous ont jamais vus, nous avons un comportement. Ça a été identifié par ce que l'on appelle l'ascendant dans le thème astral. Et puis petit à petit, on a délimité, on a observé des planètes. Et au cours du temps et au cours des différentes observations, on a donné à chaque planète une symbolique. Et cette symbolique a été donnée à une quinzaine de planètes, du Soleil à la Lune, vers Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton, etc. Et on a attribué et on a dessiné sur le ciel que l'on a réduit à un cercle pour le rendre lisible, une position qui est dite héliocentrique, en mettant dans un premier temps le Soleil au centre, qui rayonnait vers les autres planètes. Et petit à petit, on a compris que le Soleil n'était qu'une des 15 planètes et on l'a mis au même rang que les autres planètes. C'est ainsi que le symbole astrologique est né par une condensation, une contraction du ciel plat en un cercle. Un cercle où les 12 champs astronomiques sont représentés, le lion, la Vierge, etc. Et dans chaque plan astronomique, ils ont coupé en 12 segments qui chacun représente un élément majeur du fonctionnement humain. La personnalité, le rapport à la valeur de soi ou valeur à l'argent, maison 2. Le comportement, maison 3, et la vie pratique. La maison 4, la famille et les racines. La maison 5, l'amour, la créativité et les enfants. La 6, le quotidien et la santé. La 7, le contrat à l'autre. La 8, la mort et la sexualité. Alors, ça a l'air d'être un peu fourre-tout tout ça, mais derrière, tu vas voir, ça va être séquencé après. La 9, l'intelligence supérieure. La valeur qui vient d'ailleurs que son travail ou que de l'action de se renseigner ou de s'enrichir. La 10, le destin. La 11, la relation sociale. Et la 12, l'épreuve et la psychologie profonde. Et ainsi, l'astrologie, petit à petit, est née de l'association curieuse entre la rigueur mathématique, à l'angle et à l'arc près, les angles que les planètes font entre elles, dans les positions où chacune d'entre elles se trouve, et dans un signe, et dans une maison, et dans les angles que chacune de ces planètes fait avec l'autre, comme si elles dialoguaient avec l'autre. C'est comme ça que l'astrologie est née. L'astrologie est donc une interprétation de l'univers
qui se rapportent à l'homme et à son fonctionnement. Voilà. Oh là là, que de cases. Voilà. Alors, tu vois, de là sont nés les astrologues. Et l'histoire de l'astrologie, on en reparlera un jour parce qu'elle est absolument magnifique. J'avais chemin une question. Oui, vas-y, au contraire. On est en phase. Est-ce qu'on connaît le plus vieux parchemin qui parle d'astrologie, donc qui fait la relation entre la position des planètes et les comportements Oui, on le connaît. Alors, on le connaît. On a découvert des pierres et non pas des écrits, parce que c'était gravé d'abord sur des pierres. D'accord. Et les premières pierres retrouvées datent de moins 3300 avant Jésus-Christ. Voilà. Et suivant les peuples et les endroits dans lesquels on a retrouvé le rapport au ciel. Et on sait où? On sait où? On sait au Mexique, on sait en Mésopotamie, l'Égypte ancienne, mais aussi la Syrie, qui était un berceau. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la même époque, dans des endroits différents de la planète, alors qu'ils ne communiquaient pas, il n'y avait pas le téléphone ni rien. Oui, il n'y avait pas le téléphone. Ils avaient la même curiosité. Et pourtant, exactement. Ils faisaient les mêmes observations. Ils faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire, ils observaient les mêmes choses au même moment, mais ils ne se sont pas rapprochés parce qu'ils ne se connaissaient pas. On ne peut pas dire qu'ils étaient influencés par Internet. Ils ne l'étaient pas. Pas du tout. Voilà. Ils ne communiquaient pas entre eux. Et à l'époque, on ne voyageait pas d'un endroit à un autre. On voyageait, et quand les guerres dont on parle dans les livres anciens, les guerres sont à 300 km, à 1000 km, à 3000 km, mais pas plus. C'est-à-dire que quand tu analyses, tu regardes le monde, là, ce sont des distances de 8000 à 10 000 km entre les découvertes qui se trouvent être exactement les mêmes. Incroyable. Et oui. Voilà. Alors maintenant, ça a évolué. Je parlerai des hauts et des bas de l'astrologie, les sceptiques, les astrologues que l'on porte très haut, qui occupent des positions centrales auprès des régnants, ou à l'inverse, quelques siècles plus tard, des astrologues brûlés sur bûcher parce qu'ils étaient considérés comme des sorciers. Néanmoins, il y a jalonné au cours du temps des grands noms qui sont apparus non pas par l'astrologie, mais par la médecine. Par exemple, Hippocrate, qui a écrit un livre qui s'appelle le Librus Hippocratus, et dans lequel, en page de garde, on trouve une phrase curieuse: « Nul ne peut être médecin s'il n'est pas astrologue », par exemple. Mais Galien, Jung et un tas de gens très célèbres pour parfaitement autre chose que l'astrologie s'intéressaient beaucoup à l'astrologie. Donc, l'astrologie a égrené le temps depuis il y a 5000 ans jusqu'à nos jours. Et ça ne se passe que par la transmission entre astrologues. Incroyable. Voilà. Bon, maintenant il y a des livres. Il y a des livres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent la même chose. Et il y en a beaucoup qui répètent la même chose. Mais il y a des livres essentiels. On en reparlera, on fera une petite bibliographie des vrais auteurs et surtout des gens qui ont raconté l'astrologie, et des livres malheureusement qu'on ne trouve plus et qui ne sont pas réédités. Mais je ferai le plaisir à nos auditeurs de venir avec un des livres qui est une merveille absolue et qui est une illustration magnifique de l'histoire de l'astrologie. Donc, si je comprends bien, si ça se transmet d'astrologue en astrologue, il y a des maîtres. Il y a des maîtres. Est-ce que ils ont jalonné le temps. Ils ont jalonné le temps. Ouais. Ils sont en général assez discrets. Hein, on ne les voit pas. Ils ont écrit assez rarement. Donc c'est les maîtres, c'est une reconnaissance par les pairs, en fait, par les autres astrologues. Ce sont des gens qui, par leurs écrits, font référence. D'accord. Mais les angles mathématiques sont toujours les mêmes et les interprétations sont toujours les mêmes. Maintenant, on les explique plus ou moins bien.
on les chapitre, si j'ose dire, plus ou moins bien. D'accord. Mais il faut du talent. Il faut du talent et il faut surtout de l'expérience. Parce que je vais enlever quelques certitudes à certains qui pensent que les livres font tout. Au contraire, ils ne font pas grand-chose. Parce que l'astrologie est un outil technique, mais ce n'est que l'expérience des astrologues dans le temps. Moi, j'en fais depuis 45 ans, par exemple. En même temps que j'avais un autre métier de scientifique, eh bien, j'ai appris tranquillement et régulièrement. J'en faisais 1 heure par jour depuis l'âge de 23 ans. Je suis un peu plus âgé maintenant. Et donc, petit à petit, l'expérience a été jalonnée par la pratique. Et seule la pratique et les écueils de la pratique font que cet art exceptionnellement difficile peut être interprété avec logique. Alors, il y a des règles en astrologie avant que je vienne au trésor de l'astrologie. La première règle d'un astrologue, c'est le secret. C'est-à-dire que on est exactement dans la même configuration qu'un malade avec son médecin. C'est exactement la même chose. Parce qu'on va dévoiler des choses très importantes. On va mettre en avant le sac à dos que chacun a à sa naissance, à charge pour lui d'en faire ce qu'il veut. Mais d'abord, c'est le secret. Ensuite, c'est l'humilité. C'est-à-dire que le droit à l'erreur est de ce monde. Mais quand un astrologue commence à recevoir des gens, il faut qu'il fasse attention, parce que le troisième point, c'est l'exigence de la précision. Un angle entre deux planètes est une interprétation. On en analyse à peu près 100 ou 150 dans un thème astral. La difficulté qui n'est pas et ce n'est pas décrit dans les livres, c'est pas faire une liste à la Prévert de ces 150 angles, mais c'est de faire le lien, c'est de monter une mayonnaise très, très, très dense et très précise pour donner une interprétation claire, didactique, évidente, qui s'adresse à tout le monde, du jeune enfant à l'individu âgé, quel que soit son âge, son sexe ou sa position sociale. Donc, il faut que les mots soient simples, il faut qu'ils soient clairs, et il faut qu'ils s'appuient sur des schémas astrologiques qui sont sortis en quelques secondes, puisque Internet et l'intelligence artificielle te sort le thème astral maintenant. Avant, il y a quelques 20 ans, il fallait un compas, une règle et un crayon pour tracer la position des planètes grâce à un livre qui s'appelait Les éphémérides. Et maintenant, en un clic, on a le schéma. À nous de l'interpréter. La quatrième, c'est que nulle réponse dans les sites ou dans les pseudo références qui sont érigées sur le site Internet. C'est à manipuler avec une grande prudence. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut être positif et il faut savoir qu'il n'y a pas de bon et de mauvais thème. Il y a juste la description la plus objective qui soit. Voilà. Ça, c'était la technique. Et maintenant, on vient au cœur de notre sujet. Oui. Attends, je vais aller chercher ton chapeau et ton lasso. Parce que là, on va aller chercher les trésors. On va chercher les trésors. Enfouis de l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un thème astral ? Il y a le haut du thème, l'état des lieux, comme si on allait visiter un appartement qu'on ne connaît pas, qui est l'état des lieux. Voilà, on va parler de l'état des lieux. C'est quoi l'état des lieux en astrologie ? Le thème astral de naissance,
C'est l'ascendant, le Soleil, la Lune et quelques points mathématiques et qui s'appellent la part de fortune. Je vous passe quelques détails, on en parlera un autre jour. Le milieu du ciel, le nœud nord et Chiron, la planète de la blessure. Ça, c'est le haut du thème. Ce haut du thème, il va nous décrire qui on est. Le bas du thème, les autres planètes, Jupiter, Vénus, Mars, mais aussi Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, vont nous décrire le pourquoi on est comme ça. Et c'est là que, quand c'est bien fait, ça peut être un peu troublant. Et c'est en général troublant, parce que avec une heure exacte, un lieu, et une heure, un lieu, une date, naissance, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, on va vous dérouler votre personnalité profonde. Moi, j'ai une autre question concernant la précision justement de l'heure. Aujourd'hui, les naissances, effectivement, on peut, tu vois, à la seconde près, noter l'heure. Oui. On n'y pense pas forcément, mais on a des instruments précis pour noter tout ça. Oui. Donc, est-ce que les thèmes d'aujourd'hui sont plus précis et correspondent mieux à la réalité que ceux d'avant où on disait à peu près à 10 heures voilà. Alors, il y a deux réponses, aussi valables l'une que l'autre. La première, c'est de la médecine légale. La médecine légale demande à l'obstétricien ou à la sage-femme de noter l'heure où l'individu est vivant et né, et l'individu où il n'est pas encore né. Il est vivant dans le ventre de sa mère, mais il n'est pas encore né. D'accord ? Et la naissance déclenche le processus social d'addition de celui ou celle qui arrive dans le monde qui nous entoure. Avant, il n'existe pas. Cette minute est importante parce qu'elle est notée dans la procédure juridique. Et ça, c'est très important. La deuxième, elle est beaucoup plus intuitive. Les gens adorent savoir quand est-ce que les gens sont nés, à quelle heure et à quelle minute ils sont nés. Donc depuis très longtemps, de façon naturelle, et très souvent, ça n'est pas arrivé tout le temps. Maintenant, ça arrive tout le temps parce que c'est encadré un peu mieux et qu'on fait très attention. Mais les gens qui sont nés il y a 60 et 70 ans, eh bien, ils ont en général une heure assez précise parce que la sage-femme et le médecin, qui avaient une position différente, annonçaient la joie à la minute près de l'enfant qui arrivait. Et donc, on le notait. Donc, à ce que tu demandes, la réponse est claire. Maintenant, on est certain que c'est à la minute près, y compris pour des jumeaux. Maintenant, on les note à 3-4 minutes. Ils sortent, s'ils sont vrais ou faux jumeaux, s'ils sont sortis bien ou mal. Bref, avant, on se fie à l'extrait de naissance parce qu'il y a quelque chose de fondamental quand on annonce à la mairie quand est-ce que l'enfant est né. Et dans les extraits de naissance, depuis que les extraits existent, il y a l'heure de naissance. Et l'heure de naissance est souvent juste. Voilà. Ok. Mais, tu as raison. Attention à ne pas être trop pointilleux sur la minute. Mais à 5 et 10 minutes près, il faut déjà se méfier. Même deux jumeaux ont un fonctionnement différent. Parce qu'à 3 minutes près, les planètes rapides, le Soleil, la Lune, bougent un tout petit peu d'un demi-degré. Et le demi-degré fait un angle particulier avec d'autres planètes ou pas. Et oui, et puis il y a aussi la marge d'erreur du registre civique. Exactement. Moi, je vois sur mon livret de famille, il y a marqué 10 heures. Oui. Mais tu sais pas, limite, elle a pu mettre 10 heures parce que c'était 10h10, 10h05. Oui. En gros. Oui. Alors, il faut faire attention. Moi, j'aime beaucoup quand je vois 10h07. Ah oui, là, ça veut dire que... J'adore, parce que là, il y a des gens un peu moins jeunes qui viennent me dire je suis né à 10h. Eh oui. Voilà, bon. Donc, on fait attention. Mais les gens plus âgés, on ne va pas s'appesantir sur leur fonctionnement. Ils ont déjà... Donc, c'est quoi la tolérance de l'heure
Bah, C'est acceptable. La tolérance acceptable, c'est 10 à 12 minutes. Prêt. Donc, Prêt. OK. Donc C'est acceptable. Mais déjà 10 minutes, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Si ça peut être 5, c'est mieux. OK. Voilà. On ne le saura jamais. Non. On ne le saura jamais. Alors, ça c'est donc, on va parler du haut du thème. Quel trésor peut-on trouver dans le haut du thème? Alors, je ne vais pas faire référence aux autres émissions, mais je vous rappelle juste que l'ascendant, c'est notre comportement, c'est la façon de nous présenter au monde, c'est de nous comporter par rapport à la société. Cet ascendant, contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on lit, surtout ce qu'on lit dans les mauvais journaux qui parlent d'horoscope, eh bien cet ascendant, il est extrêmement précis et très particulier. Nous sommes 7 à 8 milliards d'individus sur cette Terre. Puisqu'il y a 12 signes, s'il y avait 12 sortes d'ascendants, il y aurait 800 millions de gens qui se ressembleraient dans le comportement. Ce n'est pas vrai du tout, puisque nous sommes assez uniques, puisque pour nous ressembler vraiment, il faudrait qu'on trouve dans la même clinique quelqu'un qui est né à 2, 3, 4 minutes près, au même endroit, dans la même ville, dans le même mois, dans la même année. Et c'est assez rare quand même, n'est-ce pas? Bon. Donc, cet ascendant, c'est un trésor parce que si on connaît l'astrologie, on va aller chercher la source de l'ascendant. 2 individus qui sont ascendants Sagittaire, je donne un exemple, et je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, surtout pas, sont représentés par Jupiter, le maître de l'ascendant. Donc Jupiter, la chance et l'expansion, pilote le comportement de ces gens-là, mais ce Jupiter va s'exprimer plus ou moins bien suivant la position sur laquelle il est placé dans un thème. S'il est dans maison 5 au lieu d'être dans maison 6, s'il fait un angle de 120 degrés... C'est ça qu'on appelle l'ascendant. C'est ça. Ça, c'est l'ascendant. Donc, c'est la position de Jupiter. Non, c'est la position du maître de l'ascendant. Ascendant Sagittaire, il est représenté par Jupiter. D'accord. On va chercher Jupiter. Ouais. Si l'ascendant est Capricorne, le maître de l'ascendant, c'est Saturne. On va chercher où se trouve Saturne. D'accord. Et comme il y a 30 degrés x 12, puisque un signe, c'est 130 degrés, tu imagines que les angles, c'est 30 degrés puissance 15. 15 planètes. Donc c'est infini. Donc il n'y a pas 2 individus qui ont le même comportement alors qu'ils ont le même ascendant. Donc le trésor est à trouver derrière la position du maître de l'ascendant. Donc, quelle est la petite leçon à retenir? Surtout quand vous rencontrez quelqu'un qui dit « Oh, on a le même ascendant », eh bien, surtout pas, parce que le comportement de ces 2 individus sera très différent, parce que le maître de l'ascendant va s'exprimer différemment dans le thème de chacun. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est super clair. Bon, voilà. J'espère que les auditeurs apprécient la clarté de tes propos. Ouais, écoute, je ne sais pas si c'est clair, mais la prochaine saison de Didier notre astrologue va être écoutée avec beaucoup plus d'attention. Oh, c'est gentil. Sur Radio Biarritz. Très important, Radio Biarritz. Très important. L'ascendant, c'est une chose, mais l'ascendant, c'est notre comportement. C'est pas notre fonctionnement. On peut avoir parfaitement un ascendant Sagittaire qui est expansif, généreux, ouvert, voyageur, dans le moment présent, et un Soleil, les sentiments et les actions, en Capricorne, qui derrière cette expansion, par exemple, cette volonté d'apparaître dans le moment présent et de rayonner dans le monde, le Capricorne qui analyse ses sentiments à lui et qui va mesurer ses actions, et son comportement n'est qu'une vitrine, parce que dès qu'on rentre dans le magasin du thème astral, la vitrine s'avère peut-être ne pas être la vérité des sentiments et des actions de celui que l'on analyse. Ah ah. Donc, déjà qu'il y a des centaines de millions d'ascendants différents, alors que l'ascendant est le même, par exemple, mais encore, le Soleil, qui va décrire les sentiments et les actions, eh bien, le Soleil va nous donner le pilotage que nous avons. Mais ce Soleil,
par exemple en Capricorne, sera différent là aussi d'un autre copain qui a le même soleil en Capricorne, mais ça dépendra de sa position dans une maison et sa position des angles que ce soleil va faire avec les autres planètes. Et donc on repart dans la mathématique et dans la probabilité et dans l'analyse fine de chaque angle entre le soleil et les autres planètes. Eh bien ça va être la même chose pour la Lune. Ça va être l'émotion, la Lune. La Lune, c'est l'émotion. Donc, la première carte de visite que l'on donnerait de son thème astral, c'est je suis ascendant, par exemple Sagittaire, Soleil, par exemple en Capricorne, et Lune, par exemple en Poisson. Et déjà, ce trio va nous donner la visite guidée à l'intérieur de l'appartement de celui que l'on analyse, de celui ou celle que l'on va analyser. Et c'est là qu'on commence à trouver les trésors. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un vieil adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». L'habit, c'est l'ascendant. Et ça termine, il y contribue quand même. L'habit, c'est l'ascendant. L'ascendant est une vraie vitrine profonde, puissante. Mais derrière le moine, c'est le soleil, sentiments et actions, et la lune, les émotions. Et donc, il faut analyser et l'habit et le moine. Et là, on commence à dévoiler et à verbaliser, l'astrologue verbalise ce que l'autre en face de l'astrologue sait peut-être déjà, mais il va souvent sourire en disant « Ah oui ?» Donc, vous apparaissez comme ça, mais quand on commence à vous connaître, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes différent. Et c'est normal, parce qu'on vous a donné ces clés multiples pour vous présenter au monde, la carte de visite de l'ascendant, et pour piloter vos sentiments, vos actions et vos émotions, le soleil et la lune. Et c'est ça qui est déjà une merveille, parce que c'est très précis. Alors à ça, on va ajouter une petite sauce. On va ajouter 3 points mathématiques trouvés par les astrologues au cours du temps et une petite planète qui s'appelle Chiron, ça s'écrit Chiron, qui va nous décrire les blessures originelles qu'on porte éventuellement et le chemin à partir de cette blessure originelle. Et là, on va savoir, où on peut être bien dans sa vie, dans quelle atmosphère on se sent le mieux, 2, quel est notre chemin professionnel, ça peut servir à des enfants ou des adolescents, c'est le milieu du ciel. Là où on peut être bien, c'est la description de ce qu'on appelle la part de fortune, c'est un point mathématique, ce n'est pas une planète, c'est une addition et une soustraction de plusieurs points mathématiques, je passe. Et ensuite, il y a le nœud nord, là où notre direction se présente en astrologie. Et déjà, on va connaître un peu, surtout pour les jeunes, le mode d'emploi, pourquoi on est fait. C'est comme si on regardait la notice d'un médicament où on regardait les indications et les contre-indications. Et déjà, et les effets indésirables. Et déjà, on voit dans le thème, et c'est pour ça que les jeunes viennent souvent me voir, à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, pour connaître un peu plus leur comportement, parce qu'ils identifient, mais ils ne mettent pas de mots sur cette identification. Cette approche psychologique, elle est très importante parce que c'est un outil. Ce n'est qu'un outil, l'astrologie. Mais cet outil sert beaucoup parce qu'il éclaire. Il va éclairer de façon plutôt précise comment on se présente au monde. Ça, c'est l'état des lieux. Et puis derrière, les 4 autres planètes lourdes, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, vont nous donner des indications sur la puissance familiale, sur le rapport à l'autorité, sur le rapport à la surprise
et une capacité à changer de chemin ou pas dans un thème, Uranus, sur la profondeur, Pluton, et sur l'éclairage, le chemin, la clarté, ou la confusion, ça dépend comment il est placé, c'est Neptune. Ainsi, un thème astral de naissance nous donne un éclairage particulièrement précis sur le qui suis-je et le pourquoi je suis comme ça. Donc il n'y a pas qu'un code génétique, il y a aussi un code astrologique. Le code génétique dépend de nos ascendants et des générations qui sont venues avant nous. Le code astrologique ne dépend de personne. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là, ça ouvre le champ interplanétaire de futures émissions pour nous préciser chaque point de tout ce que tu as dit. Eh oui, eh oui. Je sens que le voyage va être long, mais tellement intéressant. Il est surtout passionnant. C'est passionnant. Il est passionnant parce que... Mais pour les enfants, les naissances et tout ça, c'est incroyable. Donc. Je reçois beaucoup de papas et de mamans qui ont des enfants, qui sont nés, et je les éclaire par le mode d'emploi astrologique. Après, il n'y a pas de déterminisme en astrologie. On en fait ce qu'on veut de son sac à dos et de ce qu'il y a dedans. Mais il faut savoir découvrir ce qu'il y a dans le sac à dos. Mais on peut percevoir une certaine destinée. On peut percevoir un certain chemin. Un certain chemin. Mais le chemin, on peut s'y arrêter, on peut s'arrêter au bord de la route, on peut retourner, on peut regretter, on peut avancer à la vitesse qui peut être rapide à certains moments ou extrêmement lente à d'autres. Ça va dépendre des transits astrologiques, on en parlera une autre fois, des planètes d'aujourd'hui qui font des angles particuliers mathématiques avec les positions planétaires de naissance. Et là, on va donner le pilotage, les cartes qu'on a dans les mains du moment présent, depuis quelques mois et pendant quelques mois. Mais là aussi, c'est précis. Il n'y a pas de biais cognitif en astrologie. Il y a un angle, une interprétation et une explication claire. Plus on est clair en astrologie, mieux on se porte et mieux on aide les gens. Donc c'est un trésor qui a beaucoup de valeur. Exactement. Donc tu nous as un peu guidés vers ce labyrinthe spatial, voilà, et en même temps terrien, parce qu'on parle quand même de comportement humain, voilà, et de planète. Donc c'est le grand écart est énorme quand même. C'est ça. Et alors ensuite, sans aller en donnant quelques pistes, nous allons comprendre pourquoi nous avons des blessures d'enfance, nous avons un rapport à l'autorité plus ou moins bon, nous avons des problèmes de fusion ou de dépendance à autrui. Nous avons une liberté d'action, ou au contraire un enfermement. Tout ce que je te raconte, Patrick, est écrit dans un thème. C'est ce qu'il y a dans la boîte du trésor. Exactement. Voilà. Et donc, il faut le trouver. Et en 1 heure, eh bien, les gens comprennent, enregistrent ce qu'on dit et le travail. Et très souvent, quand je revois, parce que je revois 80% des gens qui viennent la première fois, eh bien, ils ont cheminé. Parce qu'on a mis des mots sur des impressions, sur des sentiments. Ils ont cheminé et... Attention. Et grâce à ça, le Père Noël trouve son chemin. Voilà. Grâce à la cheminée. Et oui. Voilà. C'était le mot de Patrick, ça. Il fallait bien que j'en sorte. Il fallait bien que j'en sorte une. Voilà, mon cher ami. Oui. Les trésors de l'astrologie. Merci beaucoup. Mais c'est moi. C'est un cadeau. Hein, on fait c'est un cadeau qu'on se fait et c'est un des outils majeurs pour la compréhension de soi et pour le cheminement dans sa vie, pour l'objectif étant bien sûr d'être le plus heureux possible. Attends, mais en fait, c'est un cadeau qu'on peut offrir aussi, ça. Ah oui, à Noël. Parfaitement. On peut l'offrir à Noël, on peut l'offrir à qui on veut, les gens peuvent venir, peuvent le faire à distance, par vidéo. Enfin bref, c'est vraiment un
un très bel outil. En tout cas, ça laisse... j'allais dire, ça laisse quoi? Non, ça laisse pas quoi? Ça laisse curieux, en fait, d'en savoir plus. Ça nous donne envie de continuer à nous suivre sur Radio Biarritz. Alors, je parle au nom de tous les auditeurs, dont je fais partie quand même, aussi. Donc, on te retrouve, bien sûr, tous les mois. Tous les mois, cette petite émission sympathique. Ouais. On va en faire une belle pour Noël. Ben oui. Ça va être magnifique. Je pense. Voilà. Et puis... pas encore. Mais ça arrive. Didier, Radio Biarritz, vous pouvez écrire. Ah oui, on peut t'écrire sur didier-astrologue@radiobiarritz.fr ou didier-astrologue.fr ou didier-astrologue.fr. Voilà, vous pouvez trouver. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et un joli mois de novembre où je vous rappelle que le mois de novembre est extrêmement lent, qu'il demande à réfléchir, qu'il pose les jalons pour une accélération en janvier. Nous sommes sous Mercure, Saturne, Uranus et Neptune rétrograde, et que donc, faites attention à ce que vous dites et réfléchissez avant d'agir. Et vous serez heureux. Merci Didier. À bientôt.